On reprend donc, nous sommes de retour sur Effervescent, toujours dans l'émission Samedi Midi, où on a parlé donc dans cette première partie donc des élections européennes. Rafika Rezgui, représentant du Parti Socialiste, nous a rejoint. Alors, c'est bien, c'est qu'effectivement on était entouré d'hommes. La parité en politique s'applique aussi, puisque on a au moins une femme. D'ailleurs, Rafika Rezgui, bien sûr, je vous remercie d'être là, puisque vous le savez, on sollicite lors de ces émissions donc régulièrement le Parti Socialiste, qui nous donne jamais de réponse. Eh bien, je suis là. Donc, puisque voilà, on le sait, puisqu'on a fait avec Nicolas Rogol l'émission municipale, on a sollicité régulièrement donc les personnalités du Parti Socialiste, et il y en a en Essonne qu'on retrouve régulièrement, notamment sur BFM ou d'autres, mais sur Effervescent, ça a été plus rare. Donc on vous remercie en tout cas d'être là pour le coup. Et je vous remercie de m'avoir invité. On va parler donc dans cette deuxième partie, l'actualité politique a été particulièrement mouvementée, on le disait cette semaine, notamment avec l'UMP, donc Jacques Le Bigre qui devait être là, n'est pas là. Avec l'affaire Big Malion, donc ce qui fait que Jean-François Copé a démissionné. Si on parle un peu des différents partis, on a quand même un sentiment qui manque du leadership, si vous me permettez l'expression, puisque, alors si je fais un tour de table, alors le front de gauche, ça va, on va dire que médiatiquement très existant, notamment avec la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Pour Europe Écologie Les Verts, vous avez maintenant Madame Coste qui représente et qui manque peut-être aussi de visibilité. Bon, ça vient quand même. Chaque fois qu'elle est dans une média, je veux dire, elle apporte une parole assez claire, moi je trouve, franchement. Oui, mais moi la question... Mais elle n'est pas encore très connue. Alors la question que je vais vous poser et que je vais poser à l'ensemble des formations, c'est est-ce que on n'a pas en France, et ce qui explique aussi un déficit de la politique, on le sait, les Français se détournent de plus en plus de la politique, mais est-ce que justement on n'a pas quand même un problème de leadership de personnes qui, emblématiques, Nicolas Rogol, vous parliez pour Europe Écologie Les Verts, de Daniel Cohn-Bendit, qui était connu et qui avait, entre guillemets, une aura ou du charisme dans son parti. Là, c'est vrai que, alors, à part Cécile Duflot, qui a été connue principalement pour faire que Europe Écologie Les Verts ne participe plus au gouvernement. Enfin, c'est pas que pour ça, quand même, faut pas exagérer. Non, mais la question est, quelle est la visibilité actuelle de Europe Écologie Les Verts? Ben, la visibilité actuelle, je ne sais pas. C'est vrai que nous, on a un problème, je dirais, de recherche de direction politique, dans le sens que le dernier congrès a montré qu'on était quand même un petit peu divisé sur la participation au gouvernement, comment, de quelle façon on pouvait la faire, c'est-à-dire qu'on appuyait un certain nombre de lois qui étaient en faveur, enfin les lois sociétales qui nous convenaient et sur lesquelles le gouvernement semble vouloir un petit peu mettre le frein. Mais sur la politique économique, effectivement, nous, on aurait voulu quelque chose de plus novateur, notamment sur tout ce qui est transition écologique, où on trouve que là, pour le coup, les promesses qui nous ont été faites, qui n'étaient pas vraiment les promesses de campagne de François Hollande, mais quand même tardent à venir. Donc c'est vrai qu'il y a et sur la politique même, c'est vrai qu'on est plus près, pour le coup, du front de gauche, sur la politique d'austérité ou des choses comme ça. On est clairement dans le camp de la gauche, mais on voit bien au Sénat, on ne vote pas toujours avec le Parti Socialiste. Bon, mais on n'est pas du tout sur les thèmes de l'UMP ou du Front National, ça c'est sûr. Est-ce que c'est en s'auto-excluant du gouvernement qu'on peut faire avancer les choses? Bah, c'était un peu difficile avec Manuel Valls. Il y avait eu effectivement entre Cécile Duflot et puis Manuel Valls représentant la partie la plus droitière, on va dire, du PS. C'était un peu difficile pour... Maintenant, c'est vrai que Cécile Duflot, pour le coup, nous a pris de court, hein, nous a pas demandé notre avis. Bon, mais elle vous l'a demandé a posteriori. Oui, voilà. Mais en même temps, ça a été bien ressenti dans le parti, où on avait une difficulté sur le fait qu'on avait deux ministres dont on trouve qu'ils travaillaient bien. Une qui était visible, Cécile Duflot, parce qu'elle dure en moins et qui pourtant faisait un travail très important, même quand il était au Parlement européen d'ailleurs.
Mais la difficulté pour les écologistes, c'était à la fois de vouloir participer, parce qu'on a cette culture-là, hein, de vouloir faire avancer les choses en étant dans les institutions, pas en étant... c'est un petit peu ce qui nous différencie de... Vous nous avez un peu démontré le contraire, là. Non, mais c'est difficile parce que d'un autre côté, jusqu'où on va dans la participation, jusqu'où on va dans la mesure où, effectivement, les points forts, enfin, ce que l'électorat, pas seulement l'électorat, les militants, enfin, l'identité du parti ne trouve pas son compte. Oui, peut-être qu'avec la transition écologique, c'est vrai qu'en donnant l'environnement à Ségolène Royal, effectivement, ça a des effets des fois un peu bizarres. Ah, vous l'avez voulu. Oui. Enfin, si vous me permettez. Non, parce que effectivement, il y a quand même apparemment des propositions qui ont été faites. Enfin, c'est pas si clair que ça. Hein. C'est pas si clair. Il y a quand même, d'après ce qu'on a entendu, nous. C'est pas si clair. Oui, ça a été dit comme ça, mais c'est tellement rapide. Non, mais c'est tellement rapide les propositions qui se font. Je vais dire dans un changement de gouvernement. Je pense qu'on a. Il y a eu les principaux intéressés, et Cécile Duflot en particulier, elle ne trouvait pas son compte. Je pense qu'il y a aussi une question de relation, un peu relationnelle avec le Premier ministre. Oui, moi je voudrais un peu réagir à ce que vient de présenter Michel Rouillet pour justifier le choix d'Europe Écologie de se retirer du gouvernement. J'ai entendu parmi les arguments d'eux qui me font réagir, d'une part la place de l'écologie, et je regrette justement que c'est précisément la proposition qui a été faite aux représentants d'Europe Écologie au sein du gouvernement de prendre la tâche de ce vaste ministère de l'écologie et du développement durable. Je crois que quand on veut transformer, il faut le faire de l'intérieur, et là en l'occurrence il y avait un véritable outil pour mettre en œuvre la politique que défend Europe Écologie. Vous y avez renoncé. Vous y avez renoncé alors même que vous aviez cette formidable opportunité de pouvoir faire avancer vos orientations et vos projets. Et deuxièmement, il est reproché à Manuel Valls d'être droitier. Dois-je souligner que la dernière mesure en date vise à favoriser, à diminuer l'impôt des ménages, l'impôt pour 3 millions de ménages, une mesure qui va faire sortir 1,8 million de ménages de la fiscalité. Alors, entendre dire que Manuel Valls serait trop droitier, alors même que la dernière mesure, justement, est une mesure d'allègement du poids fiscal pour les ménages les plus en difficulté, me semble pas être un élément, enfin un argument entendable pour moi, Michel, je tiens à te le dire. Moi, je peux répondre. Ah ben allez-y, répondez. Hein. D'abord, cette dernière mesure... Même si on ne peut pas refaire le match... Elle intervient que maintenant. Je ne sais pas si ça change complètement l'image qu'on a de Manuel Valls. Je pense pour 3 millions de ménages, ça va changer. Non, mais bien sûr. Mais en octobre, ça va changer. La difficulté, elle a été dite chez nous. Parce que moi-même, en tant que personne, je ne suis pas forcément favorable au fait que Cécile Duflot ait décidé un peu en dehors du parti. Donc, les lignes de parti. Voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y avait réellement un trouble profond de toute la politique qui avait été amenée avant, et y compris la politique de Manuel Valls quand il était ministre de l'Intérieur, vis-à-vis des Roms. Il y avait une loi qui avait été faite qui n'est pas respectée. Il y avait une incompréhension chez nous, en tout cas profondément chez les écologistes, et sur le fait qu'on ait proposé un grand ministère. Là, pour le coup, je suis sensible à l'argument, enfin, à titre personnel. Moi, je serais partisan que les écologistes, j'étais déjà pas d'accord qu'on n'ait pas le ministère de l'Environnement au départ, et l'écologie, l'énergie, enfin... Mais je sais que ça se passe trop dans des circonstances où on ne sait pas exactement ce qu'on a, où on fait des promesses mais on ne sait pas si elles seront tenues, et ça se passe très vite un changement ministériel. Je veux dire, et je crois que pour le coup, c'est toute la 5e République qu'il faudrait remettre en cause. On ne va pas pouvoir refaire le match ici. Mais c'est la façon dont ça se passe. Le roi élu, qui est le chef de l'État depuis la 5e République, qui fait que, en gros, les changements de ministres se passent comme ça, on voit bien, il y en a qui giflent, il y en a qui arrivent. On parle donc du manque de leadership, bien évidemment, Rafik Harizgi, puisqu'on va aller de gauche à droite et on reviendra sur le front de gauche ensuite.
le Parti socialiste. Oui. Alors, leadership. Si on parle du leadership, comment est-ce qu'on peut parler de leadership au Parti socialiste? Ça, quand on sait la cote de popularité de François Hollande qui descend de sondage en sondage, le dernier sondage pour CSA iTélé donne 13%. Il y a d'autres sondages qui donnent 3%. Non, 3 c'est pour candidat en 2017. Oui, candidat en 2017. On va pas lui retirer ça. Voilà. À force de creuser, il va finir par trouver du pétrole. Vous avez ça, vous avez le premier secrétaire du Parti socialiste qui est monsieur Cambadélis suite à Harlem Désir. Monsieur Cambadélis qui, au niveau du grand public, je ne suis pas sûr qu'il soit très connu. Est-ce qu'il y a encore, à part Manuel Valls qui a, on va dire, garde une cote de popularité, peut-être de par le fait que, justement, sur l'échiquier, il est un peu plus à droite, est-ce qu'il n'y a pas un manque évident de représentativité et de leadership au Parti socialiste? Non, moi je ne suis pas du tout d'accord et vous l'auriez ça se comprend, bien sûr. De toute façon dès le départ que je ne pouvais pas être d'accord avec votre affirmation. D'abord, en plus, je voudrais revenir quand même sur, vous parlez des leaderships dans les formations politiques. Moi, je voudrais quand même préciser que les renouvellements des équipes dirigeantes dans les 3 formations là, ces derniers temps sont liés à des événements totalement différents. Hein. Je voudrais quand même, pour l'UDI, Borloo, c'est pour des raisons de santé qu'il a renoncé à poursuivre sa mission et sa tâche. Pour Copé, je crois qu'on sait dans quel climat de suspicion et d'affaires qui conduisent aujourd'hui pour clarifier la position de l'UMP à ce qu'il cède sa place. Pour le Parti socialiste, on était dans un autre mouvement qui était celui du renouvellement des équipes. Au lendemain des élections municipales, le président de la République a souhaité reformer un gouvernement et a confié cette mission à Manuel Valls. Et le Parti socialiste a voulu aller au bout de cette logique et aussi renouveler son équipe. Et c'est comme ça que Jean-Christophe Cambadélis a pris la tête du Parti socialiste. Parce que si on a positionné donc M. Harlem Désir aux affaires européennes. Harlem Désir qui a été député européen et qui a sa place aujourd'hui dans le gouvernement là où il est. Jean-Christophe Cambadélis, c'est pas un inconnu. Alors pour nous, en tout cas, pour les militants socialistes, c'est une figure importante du Parti socialiste. Il n'est pas le représentant exclusif du Parti socialiste en France. Il est le premier secrétaire. Il est le premier secrétaire. Non, mais vous parlez de crise de leadership, il n'y a pas assez de têtes qui se révèlent. Alors, certes, on a parlé des sondages qui concernent le président de la République, mais vous avez observé que Manuel Valls n'était pas dans le même cas de figure et que les sondages le créditent bien haut. Mais il n'est pas le président. Il n'est pas le président. Quand on fait des études d'opinion, on se rend compte régulièrement que des personnalités comme Laurent Fabius, comme Ségolène Royal, comme Martine Aubry et d'autres encore sont des socialistes dont l'action est reconnue par nos concitoyens. Et je crois que, au contraire, les sondages révèlent qu'il y a une diversité des figures emblématiques de la gauche, en tout cas du Parti socialiste. Il y a quelques instants, vous parliez de renouvellement. Est-ce qu'on peut parler vraiment de renouvellement avec des personnes comme Laurent Fabius qui fait de la politique et qui est ministre depuis X années? On a Ségolène Royal qui est... ça fait plus d'1 an qu'elle a été ministre. Est-ce qu'il y a un réel renouvellement? Oui, Benoît Hamon qui accède au portefeuille de l'éducation nationale, c'est un véritable renouvellement. Le ministère de l'éducation nationale, c'est un ministère important de par le budget qui lui est consacré, de par le nombre de fonctionnaires, d'agents de ce ministère, mais aussi au regard de la mission prioritaire que s'est donné le Parti socialiste et que s'est donné le président de la République, la priorité à la jeunesse et à l'éducation, forcément passe par une action forte de ce ministère, et faire incarner ce ministère par une personnalité qui fait clairement partie de cette nouvelle génération du Parti socialiste, ça contribue au renouvellement des personnes. Alors pour le ministère de l'Éducation nationale, est-ce que vous aviez vraiment eu le choix après la réforme des rythmes scolaires? C'est-à-dire, est-ce qu'on avait vraiment le choix de changer au moins la tête pour que éventuellement la réforme passe mieux? Vincent Peillon avait décidé d'être candidat aux élections européennes. C'est d'abord son choix personnel qui l'a conduit à être la tête de liste dans le sud-est pour les élections européennes, qui a conduit à un changement de ministre. De toute façon, il y
y avait cette décision du président de la République de changer, de modifier le gouvernement, et indépendamment, je crois que de toute façon il aurait changé. Moi, la réforme des rythmes scolaires, si vous voulez, comme j'ai été maire et que j'ai mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires en 2013 à Chilly-Mazarin, moi je peux dire que la réforme des rythmes scolaires, c'est une bonne réforme, et moi je suis élu aujourd'hui dans l'opposition, où pas plus tard que mercredi dernier, la nouvelle équipe UMP a reconduit l'ensemble du schéma que nous avions dessiné, tout simplement parce qu'il s'est avéré à l'épreuve des faits et à l'épreuve du contact avec la communauté éducative que cette réforme avait été utile et considérée comme utile. Donc je ne crois pas que la réforme des rythmes scolaires soit ait été un argument pour pour punir. Enfin, c'est un peu le sentiment que vous donnez dans votre expression. C'est une question Vincent Payon. Pas du tout, parce que la réforme des rythmes scolaires, là où elle a été mise en œuvre, elle a été à la grande satisfaction de tous. On a l'occasion donc de revenir sur cette réforme, notamment dans l'émission qui a été diffusée dernièrement, donc on ne pourra pas refaire le match non plus sur cette question-là. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que le gouvernement peut continuer avec un président à 13% d'opinion favorable ? Alors aujourd'hui, le gouvernement formé par Manuel Valls est un gouvernement de combat qui s'est fixé comme priorité l'emploi et la baisse du chômage, et à côté l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. Ce qu'on a vu au travers de ces différentes élections, les trois tours là qui se sont succédés au mois de mars et au mois de mai, c'est clairement une forme d'impatience, une vive impatience de nos concitoyens qui réclament avoir leur pouvoir d'achat augmenté et le chômage reculé. C'est la priorité numéro 1 des Français. Quand François Hollande a été élu en 2012, il a été élu sur le thème du changement. C'est vrai, les Français on avait marre de cette politique telle qu'elle était menée par Nicolas Sarkozy, et il y avait aussi bien le contenu des politiques qui étaient menées, mais aussi le style, la manière dont les affaires publiques étaient conduites. C'est vrai que le résultat des élections présidentielles de 2012 a un peu occulté cet aspect croissance, chômage, emploi, pour laisser... C'est vrai que les débats étaient beaucoup aussi autour du style présidentiel de Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, on est dans une période où clairement les Français rappellent à chacun, aux politiques, que leur priorité, c'est l'emploi et la baisse du pouvoir d'achat, et c'est ce sur quoi le gouvernement de Manuel Valls aujourd'hui s'appelle. Alors, si vous me permettez, je trouve que c'est un discours qui peut parfois être un peu préformaté, puisque si vous y réfléchissez, vous me dites, François Hollande a été élu donc sur le thème du changement. Maintenant, dans l'absolu, je pense qu'on le voit dans les opinions, les études d'opinion, le changement qu'ils veulent, c'est presque de président. Hein. Parce que là, avec un président qui a 13%, c'est vrai que ça doit être difficile pour vous. Hein. C'est difficile, évidemment c'est difficile, sauf qu'un mandat présidentiel c'est 5 ans, et qu'au bout de 2 ans on ne peut pas considérer que le mandat est achevé. Il y a des nouvelles mesures qui sont envisagées. Vous direz pareil dans 5 ans. J'appelle tous ceux qui veulent le bien de notre pays, tous ceux qui veulent faire progresser notre pays à participer aux débats parlementaires qui ont lieu sur la relance de la croissance et sur l'économie, et qu'on en sorte un peu de ces sectarismes, de ces positions qui restent enfermées parce qu'on est dans les dogmes des partis, qu'on avance pour le pays et qu'on avance pour la France. Viendra le temps de l'évaluation de la politique de François Hollande, mais ce temps-là c'est 2017, ce n'est pas 2014. Nicolas Rogol, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir sur le propos précédent. Vous expliquiez que les Français avaient manifesté une certaine impatience à la fois lors des municipales et lors des européennes. À ce niveau-là, c'est même plus une impatience, c'est une exaspération. Après, on peut tous essayer de trouver des explications et se réfugier derrière ce que l'on peut penser les uns et les autres à nos degrés divers de la politique gouvernementale, selon qu'elle est complètement inefficace, incohérente, ou à l'inverse, allant dans le bon sens mais donnant des résultats de manière insuffisamment rapide. Toujours est-il que les Français aujourd'hui ont de toute évidence, aussi bien par le taux de l'abstention
que par le résultat du Front National manifester cette exaspération. Et vous disiez que le moment sera venu uniquement en 2017 de juger de la pertinence de la politique de François Hollande. J'ai bien peur malheureusement que la plupart de nos concitoyens n'aient pas la patience d'attendre 2017. Et moi, la vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est dans quelle mesure François Hollande et son gouvernement aujourd'hui seront en mesure de tenir encore 3 ans à ce rythme-là. Il est bien évident que, contrairement d'ailleurs à certains du centre ou de la droite, il est hors de question pour moi d'appeler à la démission de quiconque. Il a été légitimement élu pour un mandat qui dure effectivement 5 ans. Toujours est-il que, politiquement parlant, et alors qu'il semblait ces derniers temps prendre enfin conscience de certaines mesures nécessaires, je pense en particulier au pacte de compétitivité pour les entreprises, mais qui arrive quelque part après 2 ans d'incohérence complète. Une des premières mesures que fait voter la nouvelle majorité à peine élue en 2012, c'est pratiquement de revenir sur des mesures, on va dire, symboliques, peut-être de l'époque Sarkozy, mais la fameuse défiscalisation des heures supplémentaires, par exemple. Vous ne mesurez pas, je pense, à quel point ça a été néfaste pour un certain nombre de ménages aux revenus modestes, qui, en plus, étaient en partie liés à votre cœur de cible électorale, si je peux utiliser cette expression, même si elle n'est pas forcément très positive, on va dire, pour ces personnes-là. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, voilà, moi, la vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est dans quelle mesure la majorité actuelle va être capable d'obtenir des résultats sur la ligne politique qu'elle mène aujourd'hui. On sait tous que les résultats mettent un certain temps à venir et qu'aucun résultat n'est immédiat, quelle que soit la majorité qui prenne cette décision politique. Mais toujours est-il qu'on ne serait peut-être pas dans la situation aujourd'hui d'exaspération du peuple français si dès son élection, dès avril 2012, François Hollande avait pris les mesures qui s'imposaient. Alors on aura l'occasion de laisser le temps donc, du gouvernement. Effectivement, on le disait tout à l'heure, le gouvernement a été élu pour 5 ans, donc à voir ce qu'il advienne. Nicolas Rogoll, vous aviez pris la parole, excusez-moi. Donc justement, et on parle de manque de leadership. Oui. Rafika Rezgui donc parlait des différentes formations et les raisons, le pourquoi du comment. Vous représentez donc l'UDI au centre, oui. Donc le centre qui a été fédéré par Jean-Louis Borloo, qui pour des raisons personnelles a effectivement s'est retiré de son activité politique. Actuellement donc l'UDI est représenté par Yves Gégaud. Oui. Hein, président par intérim. Là c'est pareil. Est-ce qu'au niveau du grand public, on peut parler de leadership pour Yves Gégaud? Mais je vais répondre très rapidement, puis après je laisserai la parole à mes petits camarades pour qu'ils s'expriment aussi. Le personnel politique, tout parti confondu, a, à mon sens, aujourd'hui un grave problème de représentativité et de renouvellement. Madame évoquait les nouvelles têtes qui ont pu émerger au Parti Socialiste ces derniers temps, que ce soit Benoît Hamon, que ce soit Arnaud Montebourg, etc. Mais inutile de se voiler la face, que ce soit à gauche, au centre ou à droite. Les seules personnes qui ont aujourd'hui un tant soit peu de crédibilité médiatique et surtout de crédibilité en termes de stature de chef d'État potentiel, ce sont toujours les mêmes. Ce sont à gauche des personnes comme effectivement Laurent Fabius, ce sont à droite des personnes comme Alain Juppé, comme par hasard, qui revient prendre la direction de l'UMP avec Jean-Pierre Raffarin et François Fillon. Et au centre c'est François Bayrou, aujourd'hui. Il n'y a personne d'autre au centre aujourd'hui, depuis effectivement le départ de Jean-Louis Borloo. Et pourtant, François Bayrou n'est pas forcément ma tasse de thé, pour plein de raisons, mais ce serait rouvrir un débat qu'on n'a pas forcément le temps de vivre aujourd'hui. Mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique, le seul, suite au retrait de Borloo, qui incarne le centre aux yeux des Français, c'est François Bayrou. Et François Bayrou, il fait de la politique depuis plus de 30 ans, comme Laurent Fabius, comme Alain Juppé. Donc voilà, on a le problème aussi de l'émergence de cette nouvelle génération de politique. Et ça explique aussi en partie, je pense,
l'exaspération aussi d'une partie de nos concitoyens. Pourquoi finalement aller se déplacer et voter à des élections où c'est toujours le même personnel politique, grosso modo, qui se présente? Alors oui, on est tenté en plus, quand on nous dit allez voter contre Hollande, allez voter contre telle ou telle chose, de se porter sur une personnalité qui médiatiquement a un certain talent, il ne faut pas se le cacher, Marine Le Pen, et qui effectivement émerge aujourd'hui comme étant peut-être nouvelle parce qu'elle n'a jamais été aux responsabilités. Et comme en plus les réponses qu'elle peut apporter à des problèmes qui sont par essence complexes séduisent fortement, liés notamment à leur simplicité et même à leur démagogie, voire à leur incohérence totale, forcément, il y a un certain nombre d'électeurs. Parce que proposer un retour à la monnaie nationale, c'est démagogique. Ah, c'est complètement démagogique. Ah bah oui, la preuve, c'est pour ça que vous nous répétez à chaque fois que les Français sont contre. Et nous, on défend une position alors que les Français, d'après les sondages, sont contre, et vous nous dites qu'on est démago. Non, nous on est courageux, c'est tout. L'euro n'a jamais été la cause de nos problèmes. Il y a qu'à voir comment l'Allemagne arrive à s'en sortir. Oui, parce que ça a été construit, ça a été fabriqué par rapport à l'Allemagne et pour l'Allemagne. Et c'est pour ça que l'Allemagne s'en sort très bien aujourd'hui, avec l'euro. Tout le monde reconnaît que la monnaie elle est trop forte aujourd'hui. Si vous me permettez, on revient donc sur cette question de l'énergie. Donc pour vous, on remarque quand même qu'au centre, est-ce que vous n'avez pas peur, et au niveau de l'UDI, d'avoir une guerre des égaux? Parce que le centre a quand même justement été très difficile à fédérer. Oui. Là, on voit des personnalités qui, si vous me permettez, justement Hervé Morin, qui au lendemain des élections européennes demande la démission de François Hollande. Est-ce que c'est une volonté de... C'est peut-être de la part d'Hervé Morin une volonté de créer un buzz, sans doute. J'ai beaucoup d'amitié pour Hervé, il le sait, mais là, pour le coup, je ne partage pas son avis sur cette question. Je l'ai exprimé tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas de raison d'appeler à la démission de François Hollande. Il est légitimement élu pour 5 ans, que ça nous plaise ou non, encore une fois, il a été élu, ça a été le choix du peuple français en 2012. Voilà, il doit par contre, par définition, ce qu'il n'a pas encore réussi à faire à mon sens, réellement prendre conscience de sa fonction et l'habiter, et ne pas se contenter d'être un simple commentateur de la vie politique, ce qu'il sait très bien faire par ailleurs, et ce qu'il faisait très bien quand il était premier secrétaire du PS, mais il n'est pas aujourd'hui premier secrétaire du PS, ni président du Conseil général qu'il était, il est président de la République et il doit se révéler comme tel. Serge Gobier, donc vous, on va dire que ça va, vous êtes tranquille, vous, au Modem. On a effectivement un leader identifié, identifiable. Justement, ce n'est pas tout à fait le cas, puisque, effectivement, lorsqu'on parle du Modem, on parle de Bayrou. S'il n'y a pas de Bayrou, il n'y a pas de Modem. Donc le problème, nous, on a un problème d'identification. Effectivement, à chaque fois que l'on parle du Modem, c'est surtout Bayrou. On dit Bayrou, c'est le Modem. C'est-à-dire que s'il n'y a pas Bayrou, il ne peut pas y avoir de Modem. Ce qui n'est pas le cas. Mais c'est quelque chose que dans le monde de communication, systématiquement, on assimile Bayrou, c'est le Modem. Vous le savez, c'est qu'en France, hélas ou non, c'est qu'on a tendance à suivre des personnes plutôt que des enseignes ou écuries politiques. C'est vrai qu'on le voit lors des élections, notamment législatives ou encore pire sur les présidentielles, on s'attache plus à des personnes qu'à des étiquettes. Non, mais nous sommes d'accord, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'effectivement, lorsque le Modem a été créé en 2007, c'était un courant d'idées, un courant de valeurs. Et effectivement, par la suite, ces gens qui n'étaient pas politisés au départ, ce sont des gens qui étaient non adhérents politiques, dans la majorité du Modem. Les gens qui sont maintenant restés au Modem avec toutes les successions que nous avons eues depuis 2002, depuis la rupture de Toulouse jusqu'à maintenant, on s'aperçoit que les gens qui sont réellement au Modem maintenant ont du fond et ce sont des gens qui maintenant font de la politique. Donc ce sont des gens qui ont mûri. Et il est temps, justement, que ces personnes-là, nous puissions être aussi reconnus en tant que modémistes. Ça, c'est important. Et ce qui va se passer aussi dans le cadre de l'alternative, puisque l'alternative, c'est ni plus ni moins que pour le moment un regroupement entre l'UDI et le Modem, nous avons quand même une divergence qui est un peu de fond, et c'est là qu'il va falloir aussi que l'on revoie sur ces problématiques, c'est que d'un côté, nous avons un centre droit, et de l'autre côté, nous avons un centre. Et c'est qui est deux choses bien différentes à ce jour. Actuellement, c'est des choses qu'on est en train de revoir, effectivement, pour avoir une ligne politique pour les élections qui vont venir. Et effectivement, le départ de Borloo, pour raison de santé, va créer un vide au niveau de l'UDI. Et effectivement, donc, Bayrou va se retrouver de fait un peu l'incarnation, ce qui n'est pas la volonté recherchée.
Est-ce que c'est pas François Bayrou est connu pour se présenter souvent aux élections présidentielles. Donc présidentielle, c'est 2017. Est-ce que c'est très long et c'est très proche, comme on dit. Donc est-ce que le départ de Borloo n'est pas providentiel presque pour une personnalité non, parce comme il faut François quand même Bayrou. savoir que déjà, la première chose, c'est déjà que l'UDI se retrouve par elle-même et que l'UDI retrouve déjà un leadership. Donc ils vont forcément... il va y avoir une confrontation interne pour dégager une personnalité. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, parce que Bayrou, dans le cadre, il l'a dit, mais bon, c'était au lendemain de la déception, il a dit qu'il ne se représenterait pas pour un autre mandat à la présidentielle. Mais comme je dis, 2017 est long. Donc on verra exactement comment vont évoluer les choses, surtout avec l'implosion pratiquement systématique de l'UMP. Donc on se retrouve effectivement dans une phase qui ressemble avant 2002. Donc on va revoir un peu comment va se regrouper toutes les forces du centre. Et là, effectivement, il va bien falloir trouver un leadership qui nous permette justement d'aller en 2017. Une dernière question pour Nicolas Rogol, puisque toujours sur cette question de leadership. Est-ce que pour vous seriez favorable à la motion donc, pour le prochain congrès qui parle de réunification entre le MoDem et l'UDI ? La question ne se pose pas vraiment en ces termes-là, si vous me permettez. C'est une motion qui sera déposée notamment par les jeunes du Nord. J'ai le nom, si vous voulez. Oui, ils sont libres par définition de déposer toute motion qu'ils souhaitent. Moi, la vraie question, c'est pas faire de la tambouille politicienne et un rapprochement entre tel ou tel, mais c'est surtout pour faire quoi ? Sur quelles idées ? Sur quels projets ? Sur quel programme ? La question ensuite des rapprochements entre les structures ou entre les hommes, voire la question de la présidentielle de 2017, donc objectivement les Français aujourd'hui n'en ont strictement rien à faire, ces questions-là se posent après. Donc moi la vraie question, et je rejoins quelque part Serge là-dessus, c'est comment arriver aujourd'hui à transformer l'essai de l'alternative que nous avons mené pour les européennes, pour faire en sorte que ce rapprochement UDI-MoDem puisse se concrétiser davantage encore à l'avenir. J'y suis pour ma part favorable, parce que de toute façon, la très grande tragédie du centre depuis des années et des années, c'est d'être avancé divisé en autant de chapelles qu'il y a potentiellement de leaders centristes, chacun avec sa préférence pour tel ou tel, mais au final, les électeurs désertent. Donc comment arrivons-nous à concrétiser ce rassemblement sur la durée, avec une clarté, c'est là où je sais que Serge a un point de divergence parfois, avec la clarté aussi dans le choix des alliances électorales, puisque nous sommes un parti qui nous situons clairement dans l'opposition, mais une opposition constructive. Pardon. Donc voilà les questions qui se posent aujourd'hui, questions qui j'espère trouveront un commencement de réponse lors du congrès de l'UDI à l'automne. Franck Bellens. Oui. Forcément, vous ne serez pas d'accord avec beaucoup de choses qui auront pu être dites auparavant. Vous, Front National, ça va, je pense qu'au niveau du leadership, Marine Le Pen s'est bien identifiée et imposée au niveau du visage politique français. Vous êtes récent au niveau du Front National Essonne, puisque vous êtes peut-être la personne la plus jeune autour de la table. Eh oui. Est-ce que pour vous, le renouvellement de la classe politique est nécessaire ? Oui, il est nécessaire, parce que quand on entend tout à l'heure pour le Parti Socialiste entendre dire que le gouvernement, on a voulu renouveler avec des anciens, ça m'a beaucoup fait rigoler, j'ai passé un très bon moment. Comme la mère qui succède au père, c'est un grand oui, renouvellement. elle a été élue. Hein. Je sais que vous, les élections, vous avez du mal. Vous, dès qu'il y a des élections, on essaye de contredire. Ah oui, le Front National gagne les européennes. Non, par contre, au Parti Socialiste, on gagne en trichant. Ah oui, comme à l'UMP d'ailleurs, avec Copé. Nous, on ne triche pas, on fait des élections. Marine Le Pen a été élue. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé grâce à ses résultats dans les élections après et par rapport au vote des Français. Donc je pense que l'extrême droite, il n'y a pas d'extrême droite en France, elle est minoritaire. Nous, on n'est pas l'extrême droite, monsieur. Oui, bien sûr que si. Bien sûr que non. Pourquoi les Anglais ne veulent pas aller avec vous au Parlement ? Pour des questions stratégiques, mais moi j'ai du courage, mais il y a aucun. Mais je suis absolument pas d'extrême droite, monsieur. Peut-être pas Mais vous. si, Non, pas moi. Écoutez, je suis élu du Front National. Alors si le Front National se dit d'extrême droite et que moi je me dis pas d'extrême droite, c'est quand même qu'il y a un problème. Marine Le Pen, elle va au bal nazi. Au bal nazi. Elle va au bal nazi, elle lève le bras, elle porte le casque et les bottes aussi, bien sûr. C'est quelqu'un qui n'est ni de droite ni de gauche, donc
ça contribue, ça participe en fait de la tentative de dédiabolisation du Front National, mais c'est vraiment tromper le peuple français, comme elle le dit, Marine Le Pen, que de nous faire croire que le Front National, ce n'est ni de droite ni de gauche, mais révisez vos fondamentaux, monsieur, révisez-les et relisez les propos de Jean-Marie Le Pen. Calmez-vous, ça va bien se passer, vous n'en faites pas. Oui, Vous êtes un peu agressif, je sais bien que ça vous perturbe parce qu'on vous a battu à plat de couture lors des européennes. Mais donnez-lui un verre d'eau parce que je pense qu'elle va me sauter dessus bientôt. Il n'y a pas de souci. Non, désolé. Par contre, si je peux continuer, ça serait sympa. Juste sur une terminologie. Effectivement, Marine Le Pen... Ah bah voilà. Même le micro, il en peut plus. Franck, vous êtes quand même d'accord que Marine Le Pen, effectivement, en octobre 2013, a dit comme quoi elle n'était pas un parti d'extrême droite et qu'elle porterait plainte contre toute personne qui dirait... Non, elle n'a pas dit qu'elle porterait plainte, elle a dit qu'elle envisageait des poursuites pour voir si juridiquement il était possible de... qu'on arrête de nous porter cette étiquette d'extrême droite. Parce que... Et je vais vous expliquer pourquoi. S'il vous plaît. Quand on dit en Grèce que Aube Dorée est d'extrême droite, ce qui est le cas, ils ne sont même pas d'extrême droite, ils sont carrément nazis. Et qu'après on vient de dire qu'en France, le Front National est d'extrême droite, vous comprenez bien qu'en termes de sémantique, ça pose un problème. Parce qu'après, forcément, on va associer l'un à l'autre. C'est ça le problème aussi. C'est un problème politique. Vous êtes, par contre, les partis qui sont en train de se rapprocher, là, vous me parlez des formations politiques et du groupe. Excusez-moi de vous le dire, à moins que vous ne connaissiez pas bien les partenaires auxquels vous associez. Pour ma part, je connais particulièrement bien notamment le Vlaams Belang de Belgique. Je peux vous dire qu'ils sont bien d'extrême droite. Hein. Bah écoute, et eux, ils se positionnent sur des positions, par rapport à l'Europe, ils sont pour une Europe souverainiste. Ils sont contre l'Union européenne actuelle, ce qui est aussi notre cas. Nous, on va faire des partenariats avec des partis par rapport auxquels on a des divergences fondamentales sur de nombreux sujets. Ça, on est d'accord. Mais on a une chose qui nous unit tous, et c'est pour ça qu'on va faire un groupe ensemble, c'est qu'on est contre cette Union européenne. Voilà pourquoi on s'allie avec eux. Mais d'accord, mais vous pouvez pas... je sais pas, quand on fait des alliances, il y a les mariages de raison ou autres, néanmoins, si vous vous associez avec cette formation d'extrême droite, vous ne pouvez pas, après, vous étonner qu'on vous associe à des... je veux dire, vous pouvez dire qu'ils sont d'extrême droite. Bon, je veux dire, ça c'est classique. On dit qu'on est d'extrême droite en France, en Belgique, on dit qu'ils le sont. Et puis dans les autres pays avec lesquels on veut faire des alliances, on dit à chaque fois la même chose parce que c'est le système qui essaye de... Oui, je sais que ça vous plaît pas, mais écoutez, c'est comme ça, vous voyez. On a pratiqué quoi? Vous pouvez répéter? Oui, il y a des militants d'extrême droite qui étaient au FN, qui ont pratiqué... Qui étaient au FN. Donnez un exemple précis, parce que vous balancez des choses comme ça. Ça s'est passé à Paris, mais il y a eu... Donnez un exemple précis. À Paris, quand? Là, je n'ai pas le... Ah, vous n'avez pas le... Là, c'est bête, hein. C'est dommage. Non, c'était pas le Front National. Parce que moi, je sais de quoi vous voulez parler. Je sais de quoi vous voulez parler. Oui, c'est des enfants de cœur, oui. J'en suis le meilleur exemple. Je suis désolé. Attendez. Alors maintenant, je vais continuer sur ce qu'on disait par rapport au leadership. Les nouveaux amis de Marine Le Pen, oui. Nous, au moins, on est des amis, vous voyez. Non, les nouveaux amis, je vais dire. Oui, d'accord. Qui a repris le discours de l'extrême gauche, bon, d'accord, maintenant... il va pas... Non, mais c'est vrai, je sais pas, faut savoir. Voilà. Oui, alors... Maintenant, quand on sait que c'est une grande si Jean-Luc Mélenchon dit des choses... sa fortune, Jean-Marie Le Pen. Allons-y. Vous voyez, moi, je vais vous dire pourquoi il y a des problèmes de leadership en France. On revient. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de sujets dérisoires. On a les Maisons France qui est en train de s'effondrer et eux, tous, ils nous parlent de repeindre les volets en rose, en bleu, en vert ou en jaune. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, vous... Ah non, on n'y participe pas, nous. Attendez. Nous, on propose... Il faut voir sur quel thème vous gagnez des voix. Alors, Michel Royer, on va laisser... Ouais, ce serait pas mal. Merci. Donc non, je disais qu'on parle de sujets dérisoires depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, on parle de qui est le leader de machin, qui va proposer ceci. Pour l'école, on parle des rythmes scolaires, passionnants. C'est hyper utile, je veux dire, aujourd'hui, il y a un truc à faire en France sur l'école, c'est les rythmes scolaires. Par rapport à l'actualité aussi, on parle de la cigarette. C'est passionnant, je veux dire. Tout le monde, quand il se réveille, il s'est dit purée, moi j'aimerais bien savoir si demain on va interdire la cigarette, si on va changer les paquets. La halal que Marine Le Pen a mis dans l'élection présidentielle, c'était vachement important. Non. Elle en a parlé dans un.
Elle en a parlé dans un meeting pour illustrer le problème de la laïcité dans les écoles, et les journalistes en ont fait un problème central. Voilà. Et bah oui, mais si ça vous plaît pas, c'est vraiment... Bah si, la preuve. C'est que le dérisoire, regardez de votre côté. En tout cas, votre invité sous-estime beaucoup la question de l'éducation On parle. pour tous les parents. Oui, parce que tous les parents sont absolument d'accord avec votre rythme scolaire. C'est pour ça d'ailleurs que vous venez de la changer par rapport à ce qu'elle était initialement. On l'a pas changé. C'est ce que vous dites partout sur toutes les antennes. Non, alors faut choisir votre ligne. Je sais que vous étiez il n'y a pas longtemps porte-parole du PS. Absolument pas. Il y a eu un assouplissement du président. S'il y a eu un assouplissement, c'est qu'il y avait un problème. On n'assouplit pas quelque chose qui marche. Alors, si vous me Ça marche. Donc, ceux qui l'ont mis en place, ça marche. La droite, Achille Mazarin, maintient la réforme que j'ai mis en place. Franck Wellens, on va donc se dire que la politique est faite de plein de choses et de plein de personnalités, et qu'effectivement, ce que vous pouvez juger dérisoire peut avoir une importance pour toute personne. Non mais franchement, excusez-moi. Non mais en France aujourd'hui, il y a des problèmes qui sont majeurs. Il y a des problèmes qui touchent à l'économie, au pouvoir d'achat. Tout à l'heure, on nous parle de réduire les impôts. Combien de fois on nous a fait cette promesse-là? Et quand bien même vous le feriez, vous allez rendre de la main droite ce que vous avez pris de la main gauche. Vous avez pris, pendant tant d'années, vous avez pris, je sais pas, on va donner un chiffre comme ça pour illustrer. Vous avez pris 50 pendant 5 ans, et vous allez là rendre l'année prochaine 10. C'est ridicule. Et les Français qui voient ça, vous voyez, parce que des Français qui voient ça, nous on les voit tous les jours. Nous on en est, j'en suis un. Moi je suis concerné par exemple personnellement par les mesures que vous avez pris vous avez pris au gouvernement. On parlait tout à l'heure des heures supplémentaires. Moi j'ai été touché personnellement parce que je travaille dans la restauration, et les heures supplémentaires, on en fait beaucoup. Vous voyez, toutes ces mesures-là auxquelles vous touchez, vous détruisez notre pays. Ça, c'est des mesures qui sont capitales. Ça, c'est important. Quand on parle de l'euro, c'est important. Quand on parle de l'immigration, c'est important. Mais ces sujets-là, soit vous faites de la com pour ne rien faire dessus, soit vous parlez de choses dérisoires. C'est ça que je vous dis. Depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on fait autour de cette table. Eh ben, vous allez sur le site du Front National, vous lisez. Je sais que je lis pas mes notes. Ça, c'est une note que j'ai prise tout à l'heure en vous écoutant pendant que je me marrais. Vous voyez, donc. Franck Wellens, ce que vous pouvez juger de dérisoire de votre côté, d'autres partis pourraient le considéré comme dérisoire, donc après... oui, bien sûr. Bien sûr, non mais demandez aux Français s'ils sont super intéressés par la forme et la couleur qu'on va donner au paquet de cigarettes. Peut-être, hein. On va... écoutez, ça dépend sur quoi. Dans tous les domaines que vous critiquez. Vous voulez pas que je vous fasse les 150 pas. On propose par exemple un retour à la monnaie nationale. Non mais ça vous l'avez déjà dit. Et après on fait quoi? On propose un Non mais que génère le retour à la monnaie nationale? Une meilleure compétition. Laissez-moi terminer. Si vous me posez une question que vous ne me laissez pas terminer, vous pouvez être embarrassé par la réponse. Mais si vous me permettez, on ne fera pas le programme du Front National. Il me pose une question. Si vous voulez, moi je réponds. Votre réponse. Parce qu'après on va dire que je n'ai pas de programme. Mais nous on a un programme. Comme on n'a pas le temps, on peut aller sur le site du Front National. Vous verrez les quelques 100 pages de programme que nous avons. Programme économique chiffré. Allez, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Alors on va peut-être que vous avez la fainéantise d'aller lire. Il est silencieux. On a même corrigé les chiffres. Vous allez corriger les chiffres. Avec les résultats que vous avez aujourd'hui, vous nous donnez des leçons aujourd'hui. Non mais vous nous donnez des leçons aujourd'hui avec vos résultats. Laissez-moi rigoler, je suis désolé, mais là franchement, c'est l'hôpital qui sauve de la charité. Il est silencieux depuis tout à l'heure. Paul Da Silva, est-ce que vous pensez Paul Da Silva, est-ce que vous pensez qu'en France on a un vrai manque de leadership, et qui justement explique un peu la désaffection de la politique par les Français? Je ne sais pas si c'est la question qu'il fallait me poser à moi. Bien sûr, la question d'un leadership de qualité, elle n'est pas insignifiante dans la Ve République et en règle générale, avec des hommes, des femmes qui incarnent au mieux une politique. Mais je préfère croire, c'est le fond de ma pensée, qu'il n'y a pas d'homme providentiel, il y a des idées et des peuples providentiels. Autrement dit, moi je fais plutôt le pari de l'intelligence collective pour s'en sortir. Et à mon sens même, la question du leadership telle qu'elle s'approche, de façon un petit peu bonapartiste, j'allais dire, elle intervient quand on a un peu fait le tour de ce qu'on peut attendre du modèle, du modèle social, économique dans lequel on vit, et qu'on ne veut pas s'en défaire. En d'autres termes, on se dit alors, si ça ne marche pas, c'est parce que les hommes et les femmes qu'on a choisis ne sont pas bons. Il faut les changer, il faut les renouveler. L'arbitre qui est le temps qui passe fait forcément qu'il y a du renouvellement, et c'est normal, et c'est bien. Et c'est inévitable.
plutôt que le leadership, ce qui compte, c'est quel projet, quelle politique. Politique gouvernementale en France, politique européenne par la Commission. Et j'aurais tendance à vous dire que la mère Teresa ou l'abbé Pierre, s'ils faisaient la même politique, il obtiendrait infailliblement les mêmes résultats que ceux auxquels on assiste actuellement. Et donc, ce n'est pas une question ni d'homme ni de femme. J'ajoute que il faut sortir de l'illusion selon laquelle c'est un manque d'explication, c'est de la politique qui est menée qui ferait qu'on aurait plus ou moins d'adhésion populaire. Et ce qu'a dit tout à l'heure Rafika Rezvi m'interpelle lorsqu'elle dit qu'effectivement il faut sortir des dogmes qui sclérosent quelque part, ça doit être à peu près le propos sans le trahir, les partis politiques. Il y a moi un dogme dans lequel je ne souhaite pas qu'on puisse en aucune façon sortir, qui est ce à quoi on s'est engagé quand on a été candidat et qu'on a été élu président de la République. Voilà. Et c'est à mon sens le décalage entre le programme sur lequel ou les annonces sur lesquelles le président Hollande s'est fait élire et ce qui est par la suite intervenu qui cause, à mon sens, le désaveu de la population. Ce n'est pas une question de leadership. Même si j'appartiens à une formation politique qui prône la révocation de ses élus, hein, mais après, c'est pas non plus, on ne le fait pas simplement à la faute du client, on déciderait aujourd'hui que parce que c'est François Hollande, il faut que la rue le vire. Bon, c'est pas comme ça qu'on le sent. Non, c'est plutôt une question de politique et de projet qui ne nous va pas, et sur lesquels on voudrait que les Français, dans les prochains rendez-vous électoraux, et aussi sur le terrain, et aussi dans le mouvement social, puissent nous écouter plus et peut-être partager mieux nos idées au-delà de ce que les questions de leadership nous... mais c'est vrai que c'est ce que je vous disais, c'est vrai que pour l'instant, on le remarque lors des différentes élections, c'est qu'en France, on est quand même encore attaché à des personnalités, parfois plus qu'au détriment que des valeurs ou des étiquettes. Mais précisément, vous disiez plus qu'il y a des écuries, et non, ça ne donne que des écuries. Voilà, ce système ne donne que des écuries. Et à un moment donné, quand on aura bien fait le tour du leadership et que l'homme providentiel, à la fois honnête, compétent, beau et qui parle bien, sera au pouvoir, et ben, s'il pratique les mêmes politiques que ce qui s'est pratiqué jusqu'à présent en France et en Europe, il obtiendra infailliblement les mêmes résultats avec la même déception des habitants de notre pays, voilà, et l'ordre. Alors, à l'extrême gauche, il faut en sortir. À l'extrême gauche, même si on va éviter les étiquettes pour pas froisser X ou Y, on le voit hein, sur Olivier Besancenot qui faisait partie du NPA. Il avait justement, on va dire, une capacité à fédérer autour de lui, et ça a profité bien sûr aux valeurs qu'il défendait. Cet effet de mode n'a pas été très loin, j'en ai bien peur. Voilà. Oui. La preuve en est, c'est que peut-être parfois aussi la déception que peuvent en avoir les représentants de formations politiques. On évoquait tout à l'heure les Verts qui étaient déçus par la décrue entre deux élections. Voilà, on a pu dire que c'était la personnalité d'un député européen qui avait permis et ouvert la porte à ce qu'il y ait autant de députés européens à un moment donné. Peut-être que ça joue, oui, mais effectivement, on voit aussi que ça ne va pas loin. Et que, après, effectivement, un bloc politique tel que quelque chose comme la jonction entre l'UDI et l'UMP, qui représente, à mon sens, et je m'en excuse auprès de mes collègues, mais quelque part, les défenseurs de ce qui est l'ordre établi, ils trouvent toujours leur leader parce qu'effectivement leur corpus idéologique et ce qu'ils cherchent à faire est clairement établi chez eux. Voilà. Parce que par ailleurs, même si ce sont des appellations différentes, ce sont des vrais partis politiques qui défendent une idéologie politique et non pas des syndicats électoraux qui cherchent en fonction du temps, en fonction des personnes et des moments à avoir plus ou moins d'élus locaux. Voilà. Donc même si cette question leur est particulièrement chère. Voilà, donc moi je voudrais vraiment qu'on sorte de cette question du leadership. Jean-Luc Mélenchon, après la présidentielle. Après, autant se le dire, comme tout un chacun, on se sert aussi des instruments qui sont à notre portée à un moment donné, mais on en voit aussi les limites. Voilà, il faut aller au-delà de ça. C'est par ailleurs ce qu'on nous reproche parfois, c'est de ne reposer que sur une figure qui serait Jean-Luc Mélenchon, alors que nous avons un tas de gens extrêmement compétents, extrêmement talentueux, qui nous demandent, jeunes ou vieux, qui ont fait un peu de politique, ou qui ont fait beaucoup de politique pendant longtemps, ça n'est pas un défaut, ça n'est pas un péché,
les gens qui ont dévoué toute leur vie à la politique sont aussi respectables que ceux qui viennent d'arriver, eh bien, effectivement, voilà, il faut que ces gens-là aussi puissent, sans chercher à se faire mousser, sans chercher toujours à obtenir des postes, à faire prévaloir un peu leurs idées. Allez, on va donc clôturer ce débat. Pour clôturer ce débat, une dernière question que je vais vous poser à tous, c'est quel avenir pour la politique française d'une manière générale? On va commencer par la gauche, pour finir sur la droite. Donc Paul Da Silva, vous aviez la parole. Eh bien, je vous l'ai dit en propos initial, je crois que sans augmenter, sans exagérer, ni sans relativiser trop le résultat que le Front National a obtenu dans ces européennes, je crois qu'il y a là une nouvelle phase qui s'ouvre, dans laquelle la gauche ne semble pas en mesure de répondre aux défis qui se préfigurent, où l'extrême droite est en mesure peut-être à terme d'arriver au pouvoir. Et donc effectivement on a nous, pour ce qui nous concerne, la gauche, à revoir totalement nos logiciels, nos fondamentaux pour reproposer aux Français, peut-être aux Européens, une voie qui soit différente de celle qui nous mène à travers la social-démocratie, en pratique depuis quelques années, de quelques décennies même, dans le mur. Michel Royer pour Europe Écologie Les Verts. Dans le mur, oui, c'est un peu c'est un peu le problème général, la fin d'un monde. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on est à une fin de civilisation. Si on ne change pas de modèle économique, donc c'est vrai que c'est un enjeu très important, c'est pas de changer de monnaie, mais de changer réellement de modèle économique, d'aller vers, puisqu'on voit bien que les nouvelles générations n'utilisent, bon, et pour des raisons aussi qui leur sont propres, parce qu'ils ont moins de moyens, utilisent de nouvelles façons de fonctionner. Et je pense que le renouveau de la politique, on l'a mis un petit peu en œuvre au moment des municipales, où les listes qui étaient, pour certains, des listes autonomes écologistes avec d'autres forces politiques, et pour le coup, peut-être rejoindre la partie la plus critique du PS, je pense qu'on peut renouveler les idées de gauche, mais surtout répondre aux défis environnementaux du XXIe siècle, qui sont, je veux dire, là, on est largement au-delà. C'est-à-dire que les difficultés qu'on connaît économiques et sociales vont être encore pires avec ce qui va nous arriver, puisqu'on ne peut jamais voir les choses qui arrivent, mais qui sont le dérèglement climatique et qui n'existent pas encore trop dans les régions tempérées, mais qui existent déjà en Afrique, qui existent dans pas mal de domaines. Et on voit bien la guerre aussi pour l'énergie. Enfin, on est dans un état de guerre, la planète en entier, pour l'énergie de demain. Rafika Rezgui. Oui, moi je crois qu'aujourd'hui on est plus seulement dans une crise économique et sociale, on est aussi dans une crise citoyenne et une crise politique. Ce qu'on a vu au travers des dernières élections européennes, c'est quand même l'énorme vague blanche qui a emporté tout le reste. En réalité, c'est l'abstention qui évidemment m'interpelle beaucoup. Moi je ne suis pas dans un discours de culpabilisation de ceux qui ne se sont pas déplacés, mais de la remise en question des politiques, toute la classe politique, sur pourquoi elle ne sait plus susciter de l'adhésion, pourquoi elle ne sait plus susciter des convictions, de l'intérêt pour ce qu'elle propose. Je suis au Parti Socialiste, j'appartiens à la gauche, et la gauche, elle a en héritage un certain nombre de valeurs. Elle a une histoire en héritage, on a en commun avec mes camarades qui sont auprès de moi, cette conviction profonde que la devise républicaine mérite d'être défendue ardemment, que la justice sociale est un objectif que nous devons atteindre, que les solidarités ne sont pas un gros mot, que ce n'est pas de l'assistanat. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps, au lendemain de ces échéances, que les militants de toutes ces formations se retrouvent et se retrouvent autour d'une espèce d'écriture de plateforme commune. Je crois que ce qui nous est dit au dernier scrutin, c'est nous voulons de la proximité, nous voulons de l'échange direct
avec la classe politique. Et je crois que ce qui a par le passé démontré notre force et notre capacité à transformer la société, vraiment d'agir utilement, a été la capacité d'être des formations qui donnaient une grande place aux militants qui sont ancrés dans le réel, non pas que je veuille séparer avec, entre guillemets, les élites. Et évidemment, on ne peut pas être partout à la fois, mais ce dont on a besoin, en tout cas c'est mon avis, et je partage avec moi-même cette conviction, c'est qu'il est temps que les militants reprennent du pouvoir au sein des formations politiques de gauche, plus qu'ils n'en ont aujourd'hui, et que nous retissions des liens pour réécrire une plateforme politique commune. Nous avons beaucoup de points en commun et nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. On passe à droite de cette table, du moins. Donc, attention, il va se fâcher. C'est pour ça que j'ai dit à droite de cette table. Nicolas Rougol. Oui, il y a pour moi deux éléments, je dirais, sur lesquels l'ensemble de la classe politique doit travailler si elle veut retrouver de la crédibilité. Et là, je mets, entre guillemets, toute la classe politique, toutes tendances confondues. Tant l'abstention... Même la vôtre. Bien sûr. On ne peut pas se cacher derrière tel ou tel élément de langage pour dire ah, on a fait un résultat grosso modo satisfaisant ou telle partie a fait mieux que telle autre. Non, le niveau d'abstention d'une part et le résultat du Front National par définition nous interpelle tous. On sait tous qu'un des premiers facteurs qui permettra de retrouver la crédibilité auprès de nos concitoyens, ce sont les résultats, notamment économiques, en matière de chômage notamment. C'est le point aujourd'hui qui cristallise toute l'attention des Français. J'ai malheureusement la crainte que le gouvernement et la majorité actuelle n'obtiennent en la matière que des résultats très modestes, voire inexistants. Et c'est pourquoi je souhaite fortement que la majorité puisse prendre conscience, et encore une fois, elle a commencé à le faire à certains égards, avec le pacte de compétitivité qui, pour ma part et pour les centristes que nous sommes, va dans le bon sens. Donc voilà, premier élément, les résultats. Deuxième élément, la classe politique dans son ensemble, et en particulier au niveau national, se doit, à mon sens, de retrouver une certaine modestie, qu'elle a tendance parfois à mettre sous le tapis, et à retrouver une certaine exemplarité dans l'exercice du pouvoir, et en particulier lorsque on commence à arriver à certaines responsabilités. On n'a pas évoqué, faute de temps sans doute, l'affaire du Malion, mais j'ose à peine imaginer comment les militants UMP ont réagi, mais moi en tant que militant politique d'un autre parti, et pourtant ami avec l'UMP, ça m'a profondément révolté, scandalisé, mais à un point inimaginable qu'un parti, alors évidemment la justice devra prouver réellement ce qui s'est passé, mais si on en croit les propos notamment de M. Lavrieux, qu'un parti ait se fourvoyer à ce point dans l'utilisation de ces fonds qui, je dois le rappeler quand même, pour la plus grande partie viennent du contribuable au travers de nos impôts. C'est quelque part, j'en viens presque à souhaiter que cette affaire ne soit pas sortie 48 heures avant, parce que sinon on aurait pu avoir le FN à 50%. C'est dire à quel point cette affaire est révélatrice du sentiment d'exaspération qui peut parfois habiter certains de nos compatriotes vis-à-vis de la classe politique. Donc voilà, pour conclure, deux éléments qui, par définition, sont le nerf de la guerre pour tout politique qui souhaite avoir la reconnaissance et donc le vote de ses concitoyens. C'est être capable d'obtenir des résultats sur les engagements qu'il prend, d'une part, et d'autre part, avoir une certaine exemplarité dans l'exercice du pouvoir. Donc deux éléments sur lesquels nous tous, nous devons aujourd'hui agir. Alors effectivement, on ne voulait pas parler de l'affaire Big Malion pour deux raisons. C'est que, premièrement, faute de temps, vous l'avez deviné, puisqu'on a déjà débordé. Et la deuxième raison, c'est que Jacques Lebigre, représentant de l'UMP, devait être présent. Il n'a pas pu venir et on voulait effectivement le confronter à ça, plutôt que de parler en son absence. Serge Gobier.
Écoutez, moi, il y a 2 points qui m'interpellent. Effectivement, c'est d'abord le taux d'abstentionnisme, qui démontre quand même que les Français n'ont plus confiance en leur politique. Et ce qui fait que je reviens à ce que disait Bayrou lors des campagnes présidentielles. Il faut impérativement que la moralisation de la vie publique soit un fait. On s'aperçoit que depuis 3 ans, il y a quand même pas mal d'histoires, que ce soit de gauche ou de droite, et que forcément les gens, devant ces propos, devant ces situations, ne puissent plus avoir confiance dans nos hommes politiques, me paraît pas inconcevable. Ce qui fait que je vois de cause à effet aussi le côté de l'abstentionnisme. Le deuxième point pour l'abstentionnisme, c'est qu'en fin de compte, les politiques, c'est bien joli, promettent, mais en fin de compte, entre les promesses et l'application sur le terrain, effectivement, il y a une telle distorsion que les gens ne peuvent plus croire aux personnes. Parce qu'en fin de compte, au début, on vend un peu de rêve, c'est ce qui s'est passé à l'élection présidentielle, et en fin de compte, sur les résultats, c'est pas tout à fait la mise en application de ce qui a été vendu. Donc effectivement, les gens ont un recul de dire, en fin de compte, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, ils font la même chose. Systématiquement, ils promettent, et lorsqu'on arrive au pouvoir, on fait différemment, parce que soi-disant que la situation politique est telle que l'on ne peut plus le faire. Donc de ce côté-là, j'aimerais quand même que la moralisation devienne un point important, que les politiques se respectent dans leurs promesses et qu'ils les mettent en application. Et effectivement, il y a 2 points importants dans le cadre du bien-être, parce qu'en fin de compte, il faut quand même penser au bien-être commun plutôt que l'intérêt général, où chacun essaie de récupérer une partie par rapport à une idéologie. J'aimerais qu'on parle de bien commun et que tous les politiques se mettent à vouloir quand même penser et réfléchir à ce que souhaitent les gens. Parce que les gens, à ce moment, ils souffrent énormément. Et effectivement, on ne peut pas dire d'un côté, il faut redonner de l'argent, faire que de l'aide sociale, de l'autre côté, il faut diminuer les impôts. Il y a un moment donné, il faut quand même que ça reste cohérent dans le fait des réductions d'impôts, ce qui est un fait, parce qu'on ne peut pas rester et porter la dette sur nos enfants. Mais on ne peut pas non plus bloquer le progrès économique et de redonner du pouvoir d'achat aux gens pour remettre un peu la machine en route. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver et que ce n'est pas la gauche ni la droite qui ont raison. Je pense que c'est un ensemble et que cet ensemble, il faut que les politiques, on les porte, surtout dans le cadre de la moralisation et des promesses que l'on tient. Franck Beldens pour le Front National. Écoutez, nous aimons la France plus que tout. Nous aimons les Français plus que tout, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Et nous, ce qu'on veut, c'est se battre pour notre pays. Nous, c'est notre seule ligne conductrice. Alors si des bonnes propositions se trouvent à gauche, eh ben on les défendra. Si elles se trouvent à droite, on les défendra. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est ni droite ni gauche. Maintenant, aujourd'hui, je pense, pour parler de la politique, il y a 2 lignes qui se dessinent, qui ne sont plus la droite et la gauche. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Je pense que les gens, les Français, beaucoup de Français, ne croient plus en cette fracture. Pour eux, on a eu l'UMP avant, on a eu la droite avant, on a la gauche maintenant. Pour eux, ils ne voient pas de différence, ils voient une espèce de continuité. Nous, on pense qu'aujourd'hui, les 2 lignes qui se dessinent, ce sont celles d'un côté de ceux qui défendent la nation, ceux qui sont patriotes, et il peut y avoir des gens qui se sentent sincèrement patriotes dans l'autre camp aussi, je dis pas le contraire. Mais nous, on pense qu'il y a d'un côté donc les patriotes et qui défendent la nation, et d'un côté ceux qui défendent plutôt l'idée de citoyen du monde, vous voyez, l'idée de mondialisme, l'idée d'une Europe fédérale, pour revenir un peu au sujet européen. Et moi, je reproche aux principales formations, comme le PS et l'UMP, de nous diriger vers cette union fédérale sans l'avouer. L'UDI et le MoDem l'avouent, eux. Ils le disent clairement. Ils le disent clairement. Bah, tant mieux, mais très bien. Mais au moins que tout le monde le dise clairement. Nous, on dit on n'est pas pour l'Europe fédérale, on est pour la nation. On est pour une Europe des nations, de nations souveraines qui collaborent entre elles sur des sujets communs. C'est notre modèle, c'est ce qu'on veut défendre, nous. De l'autre côté, il y a ceux qui défendent l'Europe fédérale, qui défendent le mondialisme. J'aimerais qu'ils soient un peu plus sincères et qu'ils le disent clairement, qu'on sache où ils vont, qu'on connaisse leur cap. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème en politique, c'est qu'on ne connaît pas le cap. On ne sait pas dans quel sens vous voulez aller. C'est ça le problème. Dites aux Français dans quel sens vous voulez aller. Consultez-les par référendum, souvent sur les grands sujets. Et vous verrez si vous êtes sûr de vous, si vous êtes sûr de vos positions, et si vous pensez qu'ils vont adhérer à ces positions-là, alors ils vous suivront. D'accord. Alors, Rémi Poirier, donc la conclusion, votre avis sur le débat ? Déjà, je tiens à remercier l'ensemble des participants d'avoir répondu à l'invitation. 2 choses sur les européennes, c'est évidemment l'abstention qui est dramatique. Sur ce débat, c'était constructif, il y avait des oppositions d'idées de part et d'autre.
Après, chacun n'est pas forcément d'accord avec l'avis de l'autre ou partage seulement une partie de ses idées. Donc c'est ça qui permet de faire avancer les choses, le débat. Donc continuez. Donc bien évidemment, alors déjà merci à tous puisqu'on a débordé fortement au niveau de l'horaire puisque ça devait terminer à 13h, il est 13h42 néanmoins. Bien sûr, il fallait vous laisser un temps de parole satisfaisant et suffisant pour tous. Donc merci d'avoir participé à ce débat. C'était la première fois effectivement qu'FR-Fayeson organisait un débat avec cette formation politique. Donc merci à tous et on aura, je suppose, l'occasion de se retrouver dans d'autres émissions. Vous en savez plus qu'hier mais moins que demain. Passez une excellente journée à tous. Merci. Merci. Merci.